Cette relation, c'était ma première relation avec une fille. Avant ça, j'avais été en relation hétérosexuelle pendant de très longues années, jusqu'à mes 21 ans à peu près. Cette personne, c'est une personne de qui j'étais amoureuse pendant 4 ans avant. On avait une relation d'amitié, c'était un peu flou, c'était un peu ambigu. C'est une personne qui avait déjà été en relation avec des filles, des personnes minorisées de genre auparavant. Et ça, c'est important parce que ça venait déjà instaurer un peu un rapport inégalitaire dans notre lien l'une envers l'autre. Cette relation, elle a duré, je crois, 1 an et demi, 2 ans presque. À l'époque, j'étais en relation non exclusive, donc j'avais d'autres relations à côté. J'ai été victime de viol par cette personne et ça s'est passé sur une fin de relation, sur un moment de rupture, où moi j'étais beaucoup en questionnement de ce qui se jouait dans cette relation-là. Je sentais que j'étais pas à l'aise avec cette personne. J'ai conscientisé qu'il y a des choses qui allaient pas du tout dans ma relation. J'arrive plus à être en lien, que ça soit émotionnel et ou physique. On n'habitait pas dans la même ville. Et du coup, ça s'est passé un week-end où elle est venue me rendre visite à Lyon. Avant qu'elle vienne, je me disais, bon, peut-être qu'on arrivera à garder une relation amicale, une forme de lien, même si c'est pas amoureux. Et en fait, au moment où je l'ai vue arriver, je pense que j'ai eu un peu un truc de, je me sens pas du tout en sécurité avec elle, j'ai pas du tout envie d'être en lien physique avec elle, je me sens pas du tout en confiance. On est parti ensuite à une soirée durant laquelle j'ai beaucoup fui durant cette soirée, je me sentais pas du tout à l'aise en sa présence. On est rentré chez moi et j'étais alcoolisée, à moitié en train de dormir. Et là, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on couche ensemble? Sortie de nulle part, on s'est même pas fait un câlin depuis qu'elle arrive, donc je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes? Non, on va pas coucher ensemble. Et elle insiste, en fait, elle me demande une deuxième fois et je lui dis, mais en fait, je suis à moitié en train de dormir, on va pas faire ça. Elle insiste, je finis par accepter. Là vient une énorme crise d'angoisse. C'est un phénomène qui arrivait déjà, en fait, qui s'est déclenché au début de mes relations sexuelles avec elle, qui est pas en lien direct avec elle, mais qui est une conséquence d'une sortie d'amnésie de violence sexuelle par rapport à un viol que j'avais vécu quelques années auparavant. Ça a été quelque chose de très structurant dans nos relations sexuelles, jusqu'au point où c'était totalement banalisé, c'est-à-dire que mon moment de crise d'angoisse était vraiment devenu partie prenante en fait de nos rapports sexuels. Il n'y avait plus du tout de soin à la fin de comment je me sentais, c'était juste très automatique, très mécanique. Elle me demandait systématiquement si j'avais envie de recommencer, alors que je venais d'avoir une crise d'angoisse. Si je reviens à cette nuit-là, j'ai une énorme crise d'angoisse, il y a zéro soin, zéro attention qui est portée à cette situation. Je m'endors parce que j'étais à moitié endormie et alcoolisée. Et le lendemain, je me réveille. Et la première chose qu'elle me dit, c'est « Est-ce que tu veux qu'on couche ensemble ?» Et là, je crois qu'il y a un moment où je me dis « Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» J'étais très lucide sur la situation, je l'ai regardée, je lui ai dit « C'était un viol, en fait, ce qui s'est passé. J'étais pas consentante, t'as pas respecté mon consentement. » À ce moment-là, elle s'est tue, elle a plus prononcé un mot. Je suis partie au travail après, je lui ai dit de partir, elle est restée chez moi. Je lui ai dit de partir le lendemain, elle est encore restée chez moi. Et depuis, on n'a plus eu de contact direct. Et à la suite de cet épisode-là, j'ai conscientisé plein d'autres choses qui s'étaient passées au cours de notre relation. La banalisation du fait que je faisais des crises d'angoisse à répétition lorsque j'avais des rapports sexuels, qu'elle me réduisait au fait que c'était ma première relation avec une fille, donc que je ne savais rien faire, donc j'étais tout le temps en position de je n'avais pas le droit de la toucher, d'entreprendre certaines choses, ou ce que j'essayais d'entreprendre, c'était moquer le fait qu'elle m'exigeait en permanence que je lui envoie des nudes, que je lui envoie des messages à caractère sexuel. Et moi, c'est quelque chose que je savais très bien faire, parce qu'en fait, quand on sort de l'hétéronormativité, quand on sort de schémas très hétéronormatifs, c'est quelque chose que je faisais. L'hypersexualisation, le fait d'avoir intériorisé que ma seule valeur résidait dans ma sexualité. Et en fait, c'est des choses qu'elle a reproduites à répétition lors de notre relation. Donc voilà, il y a eu toute une conscientisation de violences qui ont été parsemées durant 1 an et demi de relation, mais qui est venue après cet épisode-là de viol, il y a 2 ans maintenant, 3 ans maintenant. Le fait qu'on parle très peu des violences commises au sein de relations non hétérosexuelles, donc LGBTQIA+, que ce soit des violences conjugales ou des violences sexuelles, je pense que ça a vraiment impacté ma prise de conscience vis-à-vis de ce qui venait de se passer, même si j'ai été capable très directement dans le fait de nommer ce qui venait de se passer. Moi, schéma très classique, j'avais intériorisé que plus jamais il pourrait m'arriver de violences sexuelles dans mes relations, parce que les violences sexuelles étaient du fait de relations hétéro et que la violence était forcément masculine. Ça m'a fait, je pense, un déclic dans le fait de déconstruire et d'arrêter d'essentialiser la violence comme étant quelque chose de l'ordre de masculine, même si, évidemment, les auteurs de violence sont en très grande majorité des hommes. Et effectivement, le fait d'avoir très peu de représentation sur des femmes qui seraient autrices de violences sexuelles au sein de relations non hétérosexuelles, ça a participé au fait que je pense que j'ai banalisé cet événement. J'en ai pas trop parlé aux personnes autour de moi. Je crois par honte. Je pense parce que moi-même, je minimisais ce qui s'était passé. Et donc, je voyais pas trop l'intérêt d'en parler. Je me souviens que j'avais envoyé un message directement à mon partenaire de l'époque en lui disant ce qui venait de se passer. On n'avait pas reparlé par la suite, c'était un peu un détail. Parce que je pense que les conséquences que ça a eu par la suite sur ma vie, ma santé de manière générale, je me disais, c'est minime parce que dans tous les cas, c'est pas aussi grave que ce que tu as pu vivre avant avec des hommes. J'en ai parlé, mais très longtemps après.
Il y a des personnes qui l'ont appris quand je leur ai dit que j'allais témoigner aujourd'hui. J'ai pas reçu de réaction des autres qui me disaient bon, c'est pas si grave. Je pense que du peu de personnes à qui j'en ai parlé, j'ai peut-être bénéficié de moins de soins, d'écoute et d'accueil de mon récit que si ça avait été dans une relation hétérosexuelle. Enfin, je le suppose. J'ai eu besoin de représentation après. J'en ai trouvé, mais très peu. J'avais trouvé une personne qui faisait des groupes de parole sur les violences vécues dans les relations LGBTQIA+. Donc ça, c'était en octobre du coup 2023. Enfin, à la marche du 25 novembre, j'avais une pancarte. J'ai écrit les violences sexuelles existent aussi dans les relations LGBTQIA+. Il y a une personne qui est venue me voir pendant la marche et qui m'a dit merci de le nommer parce que personne n'en parle. C'était le seul petit moment où je me suis dit genre ok, je suis pas toute seule à avoir vécu ça, mais c'est vrai que j'ai manqué énormément de représentation. Ça a eu de nombreuses conséquences sur ma santé psychique et sexuelle. Moi, mon travail, c'est de faire de la prévention sur les violences sexuelles. J'ai intellectualisé en fait ce qui s'était passé. C'est une thématique que j'aborde tous les jours, mon travail d'en parler. Donc je pense que j'ai vraiment pris cette situation, cet événement-là. J'ai fait une analyse sociologique de ce qui s'était passé en fait. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle a pas supporté que je sois dans une rupture de lien avec elle, parce que de toute façon le viol c'est toujours un rapport de pouvoir et jamais de sexualité. Je pense que ça a contribué à vraiment une forme de dissonance et de dissociation assez importante parce que j'étais plus sujet à part entière de cette histoire-là. Mais en fait, je me laissais pas l'opportunité de le ressentir émotionnellement. J'ai des handicaps. Au niveau de ma santé mentale, c'est déjà assez compliqué. J'ai fait des énormes crises dépressives. Il y a eu un énorme pic, un bouleversement dans ma santé psychique à la suite de cet événement. Et je pense que j'ai mis longtemps à lier l'événement. Et puis, évidemment, au niveau de ma santé sexuelle, les crises d'angoisse systématiques à chaque orgasme était toujours présente. Et c'était hyper compliqué parce qu'en fait, cette personne savait que je faisais des crises d'angoisse à répétition. Elle l'a vu, ça a commencé avec elle, ça s'est déclenché avec elle. Donc en fait, le fait que cette personne savait et a quand même abusé de sa position et m'a quand même violentée. Il y a eu un truc où je pense que mon cerveau, il a doublement buggé. Et du coup, mes crises d'angoisse, qui étaient toujours présentes et toujours systématiques, je sentais que dans ma reviviscence traumatique, il y avait un truc de se flouter de « t'es en réaction à quel événement ?» Puis là, j'ai reconnu un peu les symptômes de l'état de stress post-traumatique. J'avais des souvenirs, des flashs qui me revenaient, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, un impact hyper fort sur mon estime de moi, sur ma confiance aux autres aussi, parce que j'avais un lien de confiance très très fort avec elle. Déjà parce que c'est la première personne qui m'a vue être dans ces états-là émotionnels dans ma sexualité, mais aussi parce qu'en fait c'est la première meuf avec qui j'étais dans ma vie. Et parce que je pense que j'ai idéalisé un peu les relations non hétéro, donc c'était un peu la grosse déception de voir qu'en fait ça pouvait aussi être de la violence. Du coup les crises d'angoisse ont continué, très répétées, très violentes. Moi j'ai perdu toute confiance en moi au niveau de ma sexualité, parce que quand on commence une vie sexuelle non hétéro après des années d'hétérosexualité imposée et forcée, et que sa première expérience de sexualité non hétérosexuelle, c'est ça, j'ai encore plus perdu confiance en moi, je me sentais nulle, je me disais c'est pas fait pour moi, je me suis même dit en fait il faut que je retourne dans un schéma hétérosexuel, pas du tout, encore heureux. Ça a eu des gros impacts, même si la personne avec qui je relationnais à l'époque, c'était une personne où je me sentais vraiment en sécurité dans ma sexualité avec, mais effectivement moi ça me mettait en difficulté, j'avais l'impression de plus être actrice de mon propre plaisir, j'anticipais tout le temps parce que je savais que j'allais être en moment de panique, que j'arrivais pas à m'approprier ma sexualité, donc oui, il y a eu des énormes impacts et des impacts qui sont encore présents aujourd'hui. Je pense que ça a eu une influence sur mon rapport au corps, peut-être plutôt au niveau de la dissociation et des conséquences que ça a à la suite des violences sexuelles que j'avais vécues avant. J'étais en état de stress post-traumatique, donc tous les symptômes, je les connais. J'ai senti que ça revenait en fait à ce moment-là, et notamment la dissociation, donc le fait de se sentir totalement à côté de son corps, le fait de se sentir flotter. J'avais l'impression d'être un nuage, en fait, de pas avoir d'enveloppe corporelle. J'arrivais pas à faire des trucs basiques de type mettre de la crème, ça m'était insupportable. Les premiers jets d'eau sous la douche, c'était limite douloureux. Mais au niveau du rapport au corps de manière générale, je pense que vu que je vis constamment de la grossophobie au quotidien, il y a un peu une prise de recul par rapport à ça, et que c'était pas forcément lié à tout ça, que c'était vraiment plutôt au niveau de la dissociation. Et puis le rapport au corps aussi dans la sexualité, du coup d'être en hypervigilance constante, ça fait aussi qu'il y a un peu toujours un truc d'anticiper le fait que ça va se passer, de pas ressentir pleinement les choses. Comment cette expérience a influencé ma vision de l'amour et des relations affectives? Ça me fait sourire. Je pense que ça a été vraiment destructeur à plein de niveaux parce que, comme je le disais, c'est ma première relation amoureuse avec une personne qui n'est pas un homme cisgenre. Et je pense qu'il y a une partie de moi où je me suis dit que c'était moi qui devais être dysfonctionnelle, qu'en fait il y a un truc que je faisais pas bien, que je méritais pas de relation sécure, saine, aimante. Donc l'estime de moi, elle a pris un petit coup déjà qu'elle est pas très stable de base. Là, c'est encore plus compliqué. Il y a eu des conséquences dans le fait de me sentir en confiance et en sécurité
avec les autres. Le fait qu'il y ait encore plus d'instabilité émotionnelle parce que de la peur et de l'hypervigilance constante. Jusqu'à quelques mois auparavant, il y avait beaucoup encore d'intellectualisation et de mise à distance de cet événement-là. Parce que c'est mon travail quotidien d'en parler tous les jours, parce que on n'en parle jamais, donc j'étais en mode pourquoi forcément en parler. Je sais que dès que je peux, par exemple, quand je fais des interventions sur les VSS, même un tout petit truc, je dis en fait ça peut arriver dans tout type de relations, pas que dans les relations hétéros. Donc j'ai l'impression de faire ma petite part de sensibilisation sur ces questions. Je me dis ça peut peut-être faire du bien à une personne qui l'entend dans la salle et qui a vécu ou vit la même chose. Quand j'y repense aujourd'hui, je crois qu'il y a encore de la colère. J'ai hésité pendant très longtemps à lui écrire pour lui faire part de ce que j'avais vécu, même si je suis persuadée qu'elle sait très bien ce qui s'est passé. Après, je me suis demandé est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour elle. Donc je l'ai pas fait. Puis après, j'ai découvert que, parce que je l'ai bloquée sur les réseaux, qu'elle a mis des stories à la une de nous deux. Stories qui n'existaient pas quand on était ensemble et quand on était encore en lien. Je lui ai demandé plusieurs fois de les supprimer, elle ne l'a pas fait, j'ai fini par signaler. Donc Instagram a supprimé les photos. Donc ça m'a réveillé un truc de me dire, elle essaye toujours d'avoir une forme de pouvoir et d'emprise sur moi. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je crois que j'ai encore de la colère, mais c'est une colère qui demande réparation aussi. Réparation qui ne passe pas du tout par un besoin de réparation de l'ordre de la justice. J'ai pas du tout envie de porter plainte. Je sais les réalités qu'il y a derrière et j'ai pas besoin de ça. En tant que tel, je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir cette reconnaissance-là de la justice. Moi, je crois que j'ai besoin qu'elle entende les conséquences que ça a eu sur moi, qu'il y ait une forme de reconnaissance de sa part qui soit nommée. Ça ne l'a jamais été fait. Puis en parlant avec des amis qui m'ont parlé de justice restaurative, et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est aussi me replonger là-dedans. Je pense que j'en avais jamais parlé de manière aussi précise. Je sens que quand j'y repense, là maintenant, j'ai envie de venir prendre la personne que j'étais il y a 3 ans dans les bras et de lui dire ça va aller, c'est fini maintenant. Enfin, qu'il y a un truc un peu de réparation vis-à-vis de moi-même en fait, avant tout. J'en ai marre notamment de faire des crises d'angoisse à répétition à chaque fois que j'ai des relations sexuelles, ce qui est un peu chiant et embêtant, et de me sentir vraiment actrice de ma sexualité et légitime aussi dans mon identité queer. Parce que en vrai, ça a été un bouleversement aussi dans mon rapport à mon identité. C'est pas parce que j'ai vécu des violences dans ma première relation queer que toutes mes relations futures qui resteront queer seront forcément empreintes de violence. Mais je sens que je suis plus dans un état d'urgence émotionnelle qu'avant. J'ai des micro-moments où j'en parle et je me vois faire de la prévention, dire mais ça existe aussi dans les relations non hétérosexuelles, et puis en parler, et puis je me dis mais en fait tu parles de toi là. Et en fait c'est quand qu'on arrête de prendre soin des autres et qu'on se considère aussi comme personne qui a besoin de soins et qui a besoin de réparation. Donc je pense que je suis un peu sortie de tout ça en me disant là il faut que j'avance, parce que j'ai plus envie de laisser l'opportunité à cette personne d'avoir encore du pouvoir dans ma vie aujourd'hui. Je pense que les ressources que j'ai trouvées pour me reconstruire après cette expérience, j'ai du mal à les trouver, mais je pense que c'est parce que j'avais du mal jusqu'à très récemment à conscientiser que j'avais besoin de ces ressources-là. Parce que moi j'étais en mode j'ai pas besoin d'aide en fait, c'est bon, je sais ce qui s'est passé. Mais là récemment, j'ai commencé à avoir une sexologue. C'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre, parce qu'on travaille vraiment sur toutes les conséquences que ça a eu sur moi, et notamment sur les conséquences sur mon rapport à la sexualité, au désir, à mon imaginaire érotique, sexuel, au lâcher-prise, au lien de confiance dans les relations. Ça m'apporte un espace de parole sur ces questions-là, et surtout ça me fait poser des questions comme de quoi j'ai besoin. Donc j'apprends par exemple dans les personnes avec qui j'ai des relations actuellement dans ma vie à nommer mon désir, communiquer sur ce que j'aime, communiquer sur mes limites, identifier quelles sont les situations, les stimuli, les positions, les actes qui peuvent faire ressurgir une situation d'angoisse, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de crises d'angoisse. Mais je sais que ça revient à certains moments et j'ai compris maintenant qu'est-ce qui déclenche les choses. Donc ça me permet de retrouver un peu de pouvoir d'agir sur ces situations-là. Et surtout j'en parle en fait aux personnes directement dès que je débute une relation, parce que ça fait partie de moi et parce que je sais que même pour l'autre ça peut être un peu impressionnant d'avoir une personne en face qui fait une grosse crise d'angoisse, qui n'arrive pas à respirer, qui ne sait plus où elle est, qui ne sait plus avec qui elle est. Donc je préfère en parler en avance. Et j'essaye de trouver des récits en fait de personnes qui ont vécu la même chose. Et ça me fait du bien aussi. Enfin, pour moi, il n'y a rien de mieux que le soin communautaire. Parler avec des personnes qui ont vécu la même chose, j'en ai rencontré très très peu. Mais le peu que j'ai rencontré, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis pas seule là-dedans. La suite de tout ça, c'est j'ai envie de créer des espaces de discussion sur ces questions-là, parce que je suis persuadée que ça sera bénéfique pour des personnes qui ont vécu la même chose et qu'on a besoin de représentation et qu'on a besoin d'en parler. Je pense que ce que j'aimerais dire aux personnes qui ont vécu du coup la même chose, donc des violences sexuelles hors de relations hétérosexuelles, c'est de leur dire que je les crois, que ce qui est arrivé est vrai, que ça existe. J'espère qu'elles trouveront des espaces de soins, de guérison, de confiance pour gérer un peu l'après-coup de tout ça, qu'elles sont pas seules aussi.
Je crois que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que j'avais le droit de ressentir cette douleur et ce bouleversement émotionnel et psychique que ça a été, comme si ça avait été un mec qui avait été auteur de violence. Et que je me suis empêchée de le faire parce que je pense aussi d'une part, il y avait un côté, j'avais l'impression de desservir ma propre cause. Si je parle de violences sexuelles vécues par des meufs, en fait, je viens renverser un peu le truc que c'est forcément des mecs qui sont auteurs de violences. Mais en tout cas, je pense leur dire ce que j'aurais aimé entendre, donc qu'elles sont pas seules, que je les crois, et qu'il y a du beau et du doux et de la lumière après.